mais aussi pour permettre à un plus grand nombre de personnes, éventuellement, de pouvoir avoir accès aux informations qui sont partagées ici ce soir. Donc, si vous ne voulez pas être vu, bien, je vous invite à fermer votre caméra. Comme ça, vous aurez donc plus d'anonymat en lien avec votre participation. Donc, ce soir, nous sommes ici, Conscience urbaine, pour faciliter le dialogue. Nous sommes ici aussi pour écouter, puisque nous allons rendre compte de l'ensemble des échanges dans le cadre d'un rapport synthèse qui va être disponible rapidement après, suite à la rencontre. Donc, le plan de la soirée, donc on présentera d'emblée les objectifs de la soirée et le déroulement. Par la suite, nous allons présenter les intervenants qui vont être invités à répondre à vos questions. Madame la mairesse va faire par la suite une mise en contexte pour qu'on puisse comprendre bien d'où provient cette soirée, cette séance d'information qui est tenue ce soir. Par la suite, le propriétaire, le représentant du propriétaire et l'architecte vont nous faire une présentation pour détailler un petit peu plus là, le projet qui est entrevu. Et par la suite, Madame la mairesse va conclure avec certaines ouvertures et certaines informations complémentaires. Suite à la conclusion de Mme la mairesse, il va y avoir une période de questions et là, on vous invitera à clavarder vos questions. Donc, à inscrire à travers l'outil du clavardage des questions que nous allons colliger au fur et à mesure et transmettre directement aux différents interlocuteurs. Ça va permettre d'accélérer le processus et de répondre à un plus grand nombre de questions et donc de maximiser notre soirée, notre séance d'information. Par la suite, lorsqu'on aura fait le tour des questions qui auront été adressées dans le clavardage, ce sera le moment pour la période de micro ouvert. Donc, on comprend qu'il va y avoir un maximum de questions qui auront été traitées dans la première étape. Donc, nos objectifs pour ce soir, c'est donc à travers cette présentation des travaux qui seront réalisés sur une partie du site de l'ancienne usine d'IFCO. Nos objectifs, ce sera de partager l'information sur ces travaux à venir sur le site de l'ancienne d'IFCO et d'adresser vos questions aux différents intervenants, dont le représentant du propriétaire et les représentants aussi de la ville de Magog. Le déroulement, bien, comme je le mentionnais, on va avoir les questions qui vont être inscrites dans le clavardage. Les questions vont apparaître à cet endroit. Nous, les co-animatrices, on va les colliger et on va faire en sorte de ne pas en laisser de côté. Cependant, on va traiter uniquement les questions qui vont être en lien direct avec le sujet de la séance d'information. Et ça, c'est très important parce qu'on sait que c'est un sujet qui peut être très, très vaste, qui a beaucoup de tenants et aboutissants, mais on s'en tient ce soir vraiment là, au sujet de la soirée. On vous encourage donc à formuler très clairement vos questions. Puisque ce seront uniquement les questions en premier lieu qui seront traitées. Pour ce qui concerne les commentaires qui seront clavardés, sachez qu'on va en prendre compte, mais on va en prendre compte pour la rédaction du rapport. Par la suite, il y aura une plénière à micro ouvert, donc ben, c'est sûr que ce sera le moment d'échanger, peut-être d'énoncer de manière plus spontanée certaines observations et de formuler quelques questions. Évidemment, dans le cadre de cette plénière à micro ouvert, c'est les mêmes consignes qu'au conseil municipal. Alors, on invite évidemment les participants, les participantes à être courtois et respectueux. Aussi, on va accorder en priorité le droit de parole aux personnes qui n'ont pas pris la parole. Donc, on va s'assurer de faire le tour des personnes qui souhaitent prendre la parole avant de donner un deuxième tour de parole. Et aussi, le temps de parole est limité à 2 minutes. Et ne soyez pas vexés, à 1 minute 30, on va vous encourager éventuellement à compléter. Oui, bonjour, M. Hamel, bienvenue. Alors, on est à l'introduction. Et voilà, je vous remercie d'avoir fermé votre micro. Donc, pour quelques difficultés techniques, donc vous clavardez ou autrement, comme ma collègue Camille l'a bien mis dans le clavardage, vous pouvez toujours appeler Camille qui va se faire un plaisir de vous supporter en lien avec les questions techniques.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vous présente les intervenants qui sont présents ce soir pour nous accompagner dans cette découverte de ce projet aux travaux qui vont être en cours sur le site de l'ancienne DIFCO. Donc, tout d'abord, je vous présente le représentant propriétaire, M. Patrick Léo Dupont, qui donc est ici ce soir là, pour représenter. Est-ce que M. Dupont, vous voulez vous présenter? Oui. Bonsoir tout le monde. Très bien. Ensuite, M. Sylvain Pomerleau, de la DSP Architecture. Oui, bonsoir à tous. Très bien. Nous avons aussi M. Jean-François Damour, qui est directeur général. Bonsoir. À la ville de Magog. Bonsoir, Jean-François. Et Mme la mairesse Vicky Méham. Donc, je vous cède, Mme la mairesse, la parole pour que vous puissiez nous présenter le projet. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir en grand nombre. Souvent, quand on organise des soirées d'information ou de consultation, on est déçu par le nombre de participants. Ce ne sera pas le cas ce soir. Et je pense que ça témoigne vraiment de l'intérêt que nous avons tous collectivement pour cet imposant bâtiment qui reflète l'histoire de la ville de Magog. Donc, peut-être vous soulignez aussi qu'il y a plusieurs membres du conseil qui sont présents ce soir pour justement entendre ce que vous avez à dire. C'est une soirée d'information, mais il y aura d'autres étapes là, subséquentes là, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, évidemment, pour nous, c'est important d'organiser cette rencontre ce soir, même si par rapport, si je me réfère à notre politique de consultation publique, ce n'est pas une obligation de le faire, mais nous, c'est important à ce stade ici par souci de transparence, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de préoccupations. Hein, il y a un mélange d'émotions. On est excité de voir qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'on rêve tous de voir ce lieu-là converti, mis en valeur, etc. Mais en même temps, on a peur de perdre des parties de notre histoire. Alors, on comprend ça, puis on trouvait ça important ce soir là, d'en faire la présentation avec les représentants du propriétaire et l'architecte que vous connaissez sûrement très bien puisqu'il est très impliqué à Magog. Donc, avant de laisser la parole aux représentants du propriétaire, justement, moi, je veux juste vous faire une petite mise en contexte là, de ce dossier. À la mi-novembre, on a reçu un rapport d'architectes et d'ingénieurs qui faisait état de la vétusté des bâtiments actuels qui forment l'ancien complexe. Une fois qu'on a reçu ce rapport-là, évidemment, c'est accompagné d'une demande de démolition partielle là, de certains bâtiments. Vous allez voir tout à l'heure un peu plus quels bâtiments qui sont ciblés par cette demande de démolition. Alors, tout ce qu'on a fait après réception de ce rapport-là, bien évidemment, on l'a contre-vérifié par un expert en bâtiment. Aussi, on est allé physiquement visiter les lieux. Alors, j'y suis retournée, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, accompagner les représentants du propriétaire, l'architecte, Jean-François Rompré, président du CCU, nos gens, bref, on était une bonne équipe. On a fait une visite des lieux et après tout ça, le rapport qui nous a été déposé a été jugé conforme. Alors, une fois qu'on a fait ces démarches-là, on peut émettre un certificat d'autorisation pour la démolition de certains bâtiments de l'ancienne DIFCO, ce qui a été fait le 1er décembre, conformément à l'article 35.1 du règlement sur les permis et certificats et l'article 2.2 du règlement concernant les démolitions sur le territoire de la ville de Magog. Évidemment, je n'entrerai pas dans tous les détails légaux. S'il y en a qui ont des questions là-dessus, on pourra y répondre. Mais dans le cas où un bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur physique, entre autres dans ce cas-ci, vétusté, mais ça aurait pu être incendie ou explosion, là, ce qui est nommé dans le règlement, bien, les demandes de démolition sont soumises à des règles différentes. Je sais que certaines personnes, je l'ai dit d'entrée de jeu, sont inquiets quand on parle de démolition. Mais pour nous, à la ville de Magog, il a toujours été clair que si on voulait remettre en valeur une partie intéressante et importante des bâtiments, il fallait faire une démolition. De toute façon, quand on additionne l'ensemble du complexe, là, on va parler juste de la partie d'IFCO, mais si vous regardez l'ensemble du complexe de la Dominion Textile, on parle de 1,5 million de pieds carrés. C'est clair que c'est impossible de trouver une vocation pour autant de pieds carrés et surtout, ce n'est pas intéressant même. Il y a
plusieurs parties de ces bâtiments-là qui ne sont pas du tout intéressants. Ce qu'on souhaite, nous, c'est redonner une allure à ce site. Je voudrais aussi vous informer qu'on a travaillé de près avec le ministère de la Culture qui ont été interpellés dans ce dossier-là. On les a tenus informés, on est en collaboration avec eux, toujours en souci de transparence. Alors ça, c'est pour la mise en contexte. Je vous reviendrai après les présentations de M. Pomerleau et M. Dupont pour vous parler des prochaines étapes parce qu'il y aura éventuellement aussi consultation sur certains éléments. Ce soir, comme je vous dis, c'est vraiment une période, une soirée d'information. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Pomerleau et M. Dupont. Alors, ben, je vais prendre quelques instants pour saluer la population de Magog. Étant assis dans mon bureau à Montréal, je suis heureux de voir que la technologie nous permet de finalement être plus près que souvent en tout cas au niveau virtuel. Puis, je suis heureux de participer à cette séance d'information-là. Je sais que le projet suscite beaucoup d'intérêt, que c'est un projet qui suscite de l'intérêt depuis déjà plusieurs années. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que finalement, il y a de l'action. Il y a des choses qui se passent présentement sur le site. L'intention première du propriétaire, c'est de mettre en valeur ce site-là, puis il fallait commencer quelque part. Puis, ce début de travaux-là, c'est fait. Déjà depuis quelques semaines. Puis ce soir, on va partager avec vous la vision, un peu, si on veut, de où on en est dans les démarches, quels sont les résultats de la démolition partielle de l'ensemble des bâtiments. Il y a des belles images, en tout cas aériennes, là, qui vont vous être présentées, qui vont vous permettre de constater où nous en sommes dans les travaux, puis vers quoi on se dirige. Alors, sans plus tarder, j'invite Sylvain, l'architecte qui nous accompagne déjà depuis plusieurs années dans ce projet, qui est déterminé à en voir les résultats. Je suis maintenant convaincu. Alors, je l'invite à vous faire une petite présentation là, à partir d'un document qu'on a présenté à cette fin. Merci. Donc, on va pouvoir peut-être partager l'écran pour débuter la présentation. En fait, peut-être d'entrée de jeu, pour ceux qui ne le savent pas, je suis propriétaire d'un des bâtiments de la Dominion Textile aussi. Donc, j'avais décidé d'acheter le bâtiment pour, en fait, avec un but intéressé de revitaliser le quartier. Donc, j'ai beaucoup à cœur le projet sur lequel on travaille actuellement. Nos actions et les gestes qu'on porte en tout cas, sont dirigés dans le respect là, de cette récupération-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer ce soir. Ça, c'est une lithographie qui avait été faite à la fin des années 1800 qui illustrait un peu la vision du complexe de la Dominion Textile. Bien entendu, tout n'a pas été réalisé tel quel, mais c'était quand même leur vision du site. Donc, je passerai à l'autre. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que pas mal tout le monde est de Magog. Je pense que c'est eux qui étaient inclus. Donc, on va passer rapidement sur ces images-là, mais c'est la situation du complexe dans la ville. La DIFCO isolée du reste du complexe de Dominion Textile, une photo aérienne qui nous montre également le complexe. Encore une fois, des photos qui nous illustrent. Peut-être la photo du bas montre bien l'idée de l'évolution. Il faut comprendre que la Dominion Textile, lorsqu'ils ont agrandi leurs installations, excusez, et ils l'ont fait en comblant les espaces entre les bâtiments. Donc, il y a beaucoup des bâtiments qui sont là, qui ont été ajoutés au fil des années, qui sont venus réunir les anciens bâtiments.
Bien entendu, ça complexifie la récupération. Vous allez comprendre qu'on doit en enlever pour pouvoir, d'une part, mettre en valeur les bâtiments qu'on désire mettre en valeur, mais également les rendre fonctionnels et conformes au niveau du code, parce qu'actuellement, pour un usage industriel, la configuration actuelle pouvait fonctionner, mais lorsqu'on veut lui attribuer un changement d'usage, on n'arrive pas à faire une conformité dans les installations qui sont là avec l'ensemble des pieds carrés qui sont sur le site. Donc, on peut passer à l'autre image. Encore une fois, c'est des photos de la DIFCO. On passe à l'autre. Une petite photo historique du côté de la rivière. Vous allez voir un petit peu plus loin dans notre présentation, on a débuté la démolition de certains bâtiments du côté de la rivière. Bien entendu, le côté de la rivière était le côté qui avait été le plus exploité au niveau de la technique du bâtiment. Donc, toutes les salles mécaniques étaient là. Donc, vous allez voir que déjà, on a réussi à dégager une bonne partie du bâtiment que nous, on appelle le bâtiment 3, qui est le bâtiment qui date de 1896, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, une vue du barrage, c'est ce qu'on tend à essayer de mettre en valeur, c'est un peu la vue du côté de la rivière qu'on a là. Lorsque on a procédé à la démolition du côté de la rivière, on aurait aimé pouvoir retrouver les vestiges des bâtiments avec les toits inclinés dans le bas, mais ces bâtiments-là ont déjà disparu lorsque la Dominion Textile a aménagé les agrandissements du côté de la rivière. Donc, il n'y avait pas de traces de ces bâtiments-là. Ça, c'est pour vous expliquer un peu, à partir de la lithographie du départ, que, bon, c'est les bâtiments, ce qui est en rouge, c'est les bâtiments qu'on veut démolir ou démolir partiellement pour mettre en évidence les bâtiments 3 et 5A, entre autres, qui sont les deux plus vieux du site. Vous voyez que le bâtiment 6, 6A, 7A, ont été construits sur l'ancien canal de dérivation qui permettait au moulin de coton de fonctionner de façon hydraulique avec l'eau. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de redégager la façade du 3 et les tours qui sont là de façon à revaloriser le site. Et bien entendu, de remettre en évidence le 5A, qui est un bâtiment qui est un peu différent des autres, mais qui a un fort caractère patrimonial du fait que, bon, c'est là où arrivait le coton, donc où les wagons reculaient à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir décharger la matière brute. Donc, il y a des beaux espaces architecturaux à l'intérieur de ce bâtiment-là aussi qu'on aimerait dans le futur, si c'est possible. On s'entend que toutes ces structures-là sont un peu à évaluer au fur et à mesure qu'on démolit, mais on aimerait pouvoir en préserver la totalité ou une partie. Le bâtiment, OK, c'est parfait qu'on passe là. Non, c'est parfait, on peut aller là, dans le fond. Donc, ici, on a essayé de modéliser un peu pour vous séquencer la démolition qu'on fait. Donc, on a superposé des volumes de couleurs pour mieux voir les divers bâtiments qui ont été ajoutés au fil du temps. Les bâtiments 2, 2A, vous allez voir, c'est ceux qu'on a déjà démolis. Bâtiments 6, 5, 4, 5, 6, 7, 7A et 9, c'est des bâtiments qu'on doit démolir. Le 4, on aurait aimé le préserver. Le 4, il est bâti sur la fondation de... sa fondation est une des parois de l'ancien canal de dérivation. La portion mur de pierre, on va essayer de le conserver, mais on doit enlever les étages au-dessus parce que c'est une construction en maçonnerie massive de briques. Et le bâtiment 4 a une façade, la façade le long du bâtiment 7A qui s'est affaissée. Donc, la maçonnerie est désolidarisée au niveau
du côté du bâtiment 7A. Donc, c'est sûr et certain que le 4, on va en perdre une grande partie, mais on va essayer de garder la portion mur de dérivation pour la récupérer dans le projet. On a beaucoup à cœur là, de préserver cet élément architectural-là. Donc, si on va à l'autre image. M'excuse, M. Pomerleau, je ne veux pas Oui. vous interrompre longtemps. Je voudrais juste rappeler aux participantes, si vous avez des questions, les inscrire au fur et à mesure dans le clavardage. Et aussi, si vous voulez référer en cours de présentation à certaines diapositives, remarquez que dans le coin en bas à droite, elles sont numérotées. Donc, si vous voulez référer, par exemple, à la diapositive 11 pour poser votre question, bien, inscrivez-la dans la question que vous allez clavarder. Voilà, et je vous encourage à poser vos questions. Parfait. Donc, on passe à l'autre image. Bon, ça, en fait, c'est la vue du côté de la rivière actuellement. Donc, c'est les bâtiments qui ont été enlevés, les bâtiments techniques là, qui abritaient la mécanique du bâtiment, qui ont été enlevés pour, en fait, se redonner une façade sur la rivière et, bien entendu, se dégager aussi de la rivière. Cette portion de terrain-là, on veut la récupérer sous forme de place. Il faut comprendre que le complexe est sur un terrain privé, donc on aimerait pouvoir aménager une place qui est à la fois privée et publique, donc y intégrer la piste cyclable également pour que les gens puissent avoir accès à la rivière sur cette rive-là, là, qui n'était plus accessible du tout. J'aimerais aussi vous faire remarquer que on essaie de dégager un bijou, là, mais je veux juste que vous compreniez que le bijou n'est pas aussi luisant qu'il a déjà été. Donc, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Comme je disais un petit peu plus tôt, la Dominion Textile, lorsqu'ils ont agrandi, ils n'ont pas tenu compte d'une récupération possible ou d'un respect du patrimoine des bâtiments qui étaient là. Ils sont plutôt allés de façon fonctionnelle. Donc, quand ils ont percé dans les ouvertures qu'on a l'intention de réouvrir, ça va bien, mais à certains endroits, ils ont fait des ouvertures en dehors des ouvertures qui étaient déjà structurées dans la façade. Ceci étant dit, on a été quand même agréablement surpris là, de voir qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça, mais il y a quand même du travail à faire. On peut passer aux autres images. Vous allez avoir plusieurs photos du côté de la rivière, là, parce que c'est là où on a débuté la démolition. Cette photo-là nous a été partagée par M. Pierre Desrobert, qui, je pense, travaille avec nous TV aussi. En tout cas, c'est une très belle image qui, je trouve, illustre bien la grande façade qu'on veut mettre en valeur du côté de la rivière. L'étape suivante, vous voyez que bon, ils sont quand même là, mais il n'y a plus de couleur dessus. Là, les bâtiments qu'on avait 5, 7A et 7 et 4. Et de même que l'étage supérieur du 6. Ça, c'est la prochaine étape de démolition. C'est dans le 6, on va préserver l'étage qui est là, ça paraît plus ou moins bien avec l'image que vous voyez là, mais on va préserver l'étage en sous-sol pour garder un stationnement souterrain pour éviter que le site devienne qu'un vaste terrain de stationnement. Dans le fond, vous allez comprendre que si on veut y intégrer des unités d'habitation ou peu importe du commerce et autres, il y a des règlements municipaux qui s'appliquent au niveau du nombre de véhicules. Donc, plus on a de pieds carrés, plus on a besoin de cases de stationnement. Donc, c'est sûr et certain qu'on opte pour la stratégie de récupérer l'espace en sous-sol pour être capable d'y aménager plusieurs stationnements. Ça, c'est un peu ce qu'on tend à vouloir dégager. C'est une vue très schématique, là, mais en gros, c'est ce qu'on aimerait pouvoir, à tout le moins, essayer de remettre en valeur. Puis la prochaine image, oui, bien ça ici, c'est le bout du barrage. On est en train de dégager aussi la façade
du bâtiment qu'on appelle 3A qui est au bout. C'est intéressant parce que dans ce cas-ci, derrière le revêtement métallique où on voit le petit élévateur bleu, on a la chance de récupérer les anciennes fenêtres. Ils sont murés de l'intérieur, mais on peut voir comment, bon, l'allure qu'avait le bâtiment, puis ce qui va avoir l'air aussi dans le futur, là. C'est une vue de l'aménagement qu'on a l'intention de faire du site. Donc, vous voyez que le bâtiment 3A qui sont en gris et le petit bâtiment 5A qui est près de la rue principale, c'est les bâtiments qu'on aimerait remettre en valeur. L'aménagement du stationnement, on veut garder beaucoup d'espace vert sur le site, des places également pour rendre le site plus attrayant. Puis, on voit l'aménagement de la piste cyclable. Bien entendu, on contrôle ce qui est sur le site de la DIFCO, mais on ne contrôle pas ce qui est à gauche complètement. Donc, ça fera l'objet d'un autre projet. Là, mais, bien entendu, l'idée, ce serait que la piste cyclable, à tout le moins, puisse prendre accès de la rue principale près de nos bureaux, là, qui est le tout petit bâtiment là, qui est situé dans le plan, là. Puis via le stationnement, puis être capable de passer sur la piste cyclable le long de la rivière, puis arriver au barrage et peut-être même pouvoir traverser là, le pont de la voie ferrée, parce que je pense que la municipalité a prévu un lien possible entre le site et le centre-ville. Donc, je pense que ça résume où on en est. On partage avec vous le travail qui a été fait. Bien entendu, il y a beaucoup d'exploration qui reste à faire. C'est des bâtiments qui sont fragiles, qui sont fragilisés par le temps. Donc, à chaque fois qu'on en démolit une partie, on découvre des choses, mais on a la chance d'avoir un propriétaire qui accepte de marcher dans cette démarche-là et puis qu'au fur et à mesure qu'on découvre des choses, ben, on se questionne, mais en aucun temps, il questionne l'idée de ne pas récupérer au moins les bâtiments qui ont les deux d'avant 1900. Donc, ça reste toujours dans les objectifs. Le reste, bien entendu, reste à définir là, au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Moi, ça compléterait ma présentation si... C'est bon. Je vais reprendre le relais, M. Pomerleau. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste avant de passer à la période de questions, vous parlez un petit peu, parce qu'on veut laisser beaucoup de temps pour les questions. Je pense que c'est important. Puis je vois que dans le clavardage, il y en a qui ont commencé à rentrer. C'est intéressant. Donc, comme M. Pomerleau l'a dit, effectivement, pour la ville de Magog, le bâtiment patrimonial, l'ancien atelier de filature, c'est des bâtiments qui sont vraiment importants à restaurer puis à sauvegarder. Je pense que c'est l'objectif qui est poursuivi. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les séances du conseil municipal, vous avez peut-être vu qu'hier, on a adopté un projet de règlement pour modifier certains éléments de notre règlement de démolition sur le territoire. L'objectif ici, c'est justement de faire en sorte que les bâtiments patrimoniaux, qu'ils soient cités ou non, c'est-à-dire qu'ils soient cités ou d'intérêt particulier, ne puissent pas être démolis là, sans autorisation du conseil municipal. Aussi, vous expliquer que, comme je vous disais, ce soir, c'est une séance d'information, mais puis on a l'intention de continuer à vous tenir informés à fur et à mesure de l'évolution du projet. Il y aura donc, quand les usages sont connus puis ce qui pourrait être mis en valeur, on pourra vous informer de nouveau. Le projet sera soumis à ce qu'on appelle aussi un PIIA, un plan d'intégration architecturale, donc ça va vous être présenté de nouveau. Et à l'hiver 2021, on aura une consultation sur l'aménagement préconisé, mais pour l'ensemble du site de la Dominion Texas. M. Pomerleau vous disait que lui, il a acheté un bâtiment qui l'a converti, dans lequel il y a ses bureaux. Il y a le barrage avec le bureau qui appartient à la ville, avec Magog. Il y a la section d'IFCO dont on parle ce soir. Et il y a une section qui s'appelle CSBO. Pour l'ensemble du complexe, vous allez être consulté à l'hiver 2021. Puis tout ça, ça s'inscrit dans le plan de révision du plan d'urbanisme. Moi, personnellement, je suis très heureuse de voir que les choses bougent dans ce dossier-là. Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un site
qui a une forte valeur historique là, pour les Magogouas, mais c'est aussi un site gigantesque pour une ville, la Tanamagogue, pour être capable de trouver des projets de revitalisation. Puis nous, on a vraiment à cœur la revitalisation de l'ensemble du quartier des Tisserands. Il y a plusieurs gestes qui ont été posés en ce sens-là. Et je terminerai en disant que la visite nous a permis de voir que ce qui a été dégagé sur la rivière, c'est vraiment magnifique et ça nous permet de voir tout le potentiel qu'il y a pour éventuellement là, pour ce site. Donc, nous aussi, moi, que membre du conseil, puis les gens de la municipalité sont ici ce soir si jamais il y a des questions là, qui s'adressaient plus au niveau des prochaines étapes ou de la municipalité. On serait donc rendu à la période de questions. Je vous remets ça entre les mains, Madame Nadeau. Et à mon tour, je remets entre les mains la première question à ma collègue Camille. Oui, bonjour. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a des questions très précises sur certains des bâtiments et des questions un peu plus générales. Je vais commencer, Madame la mairesse, par une question plus générale. Donc, une question des citoyens. Est-ce qu'il y a un représentant du gouvernement patrimoine qui assure un suivi des travaux? Première question. Si je peux répondre, en fait, oui, actuellement, on est en discussion avec les gens du ministère de la Culture. Donc, oui, il y a des gens qui suivent l'évolution des travaux. Merci beaucoup, c'est parfait. Il y aurait aussi des demandes de précision sur qui a décidé de la conservation et de la démolition des divers bâtiments et sur quels critères. Si vous pourriez repréciser. Aussi, Madame la mairesse, je vous donne la parole peut-être. OK, j'ai essayé de suivre avec les questions dans le clavardage, mais je me suis dit, je pense que vous n'allez pas dans le même ordre que ce que je voyais. Alors, qui a décidé de qu'est-ce qui devait être préservé ou démoli? En fait, comme je le disais dans mon introduction, il y a deux éléments là-dedans. D'abord, même avant qu'il y ait un projet qui nous soit présenté puis qu'il y ait un rapport présenté par l'architecte sur l'état des bâtiments, nous, on avait fait une analyse là, au niveau de la municipalité qui disait quel bâtiment avait un intérêt puis quel bâtiment en avait moins d'intérêt, sachant très bien qu'il y aurait une partie qui devrait être démolie. Le rapport qui a été déposé par le propriétaire et M. Pomerleau allait dans le sens de ce qu'on savait déjà. Mais malgré ça, on a revalidé avec nos experts puis on est allé faire une visite de terrain pour justement déterminer. Ce n'est pas une surprise pour nous. Les bâtiments, sauf peut-être au niveau du bâtiment 4, là, comme M. Pomerleau disait, qu'on aurait souhaité le voir préservé, mais qui est dans un état tel que ce n'est pas possible de le préserver en totalité. Mais sinon, puis il y avait la question de l'âme d'eau qui a été bien expliquée par M. Pomerleau aussi. Fait que ce n'est pas des éléments qui ont été une surprise pour nous, puis ça a été revalidé avec nos experts. Donc, les experts du propriétaire, les experts de la municipalité. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je ne vais pas dans l'ordre du clavardage, donc encore une question générale et je passerai au bâtiment par la suite, les questions plus précises. Quelle garantie la ville de Magog a-t-elle reçue du promoteur qu'après avoir démoli les bâtiments, il y aura effectivement investissement et construction par le promoteur? Je vous donne la parole, Madame la mairesse, et vous pourrez la redonner si besoin. En fait, peut-être que Maître Gauthier pourra aller un peu plus loin là, au niveau du règlement qu'on a adopté par rapport au règlement de démolition. Actuellement, le propriétaire, ce qu'il nous demande de faire, il est dans ses droits de le faire. Heureusement, ça va dans le sens de ce qu'on voit comme développement de ce site-là. On sent bien qu'on a les mêmes intentions, les mêmes parties de bâtiment à préserver. Si tel n'était pas le cas, c'est pour ça qu'on a adopté, entre autres, le règlement hier pour nous permettre de protéger les bâtiments qui ont un intérêt patrimonial historique. Je ne sais pas si Mme Gauthier voulait aller un petit peu plus loin au niveau du règlement. Là. En fait, tout ce qu'on peut mentionner à cet égard-là, c'est qu'effectivement, le règlement actuel permet la démolition et donc de certains bâtiments et le projet qui est présenté devra répondre aux autres critères qui sont prévus au règlement de zonage puis aux différents règlements d'urbanisme en question. Mais évidemment, ça demeure un projet présenté par le promoteur là, et je pense qu'il fait la démarche là, ce soir d'information de bonne foi. Là, donc, on a confiance que le projet, effectivement, là, devrait se réaliser. Merci beaucoup. Je vais peut-être aller avec des questions sur les bâtiments précisément. Je les adresse à vous, Madame la mairesse, mais vous pourrez
les redistribuer pour les personnes ou peut-être à M. Pomerleau. Nous avons une question sur la situation du bâtiment 7, car ça semblait très beau sur la gravure, mais par rapport à la diapositive 11, il y avait une petite interrogation. Peut-être le bâtiment 6 également. Il y aurait des questionnements sur la trace de l'ancien canal qui alimentait la trompe de Taylor, qui se trouve sous le bâtiment 6. Donc, quel vestige restera de ce canal? Et peut-être une dernière question sur le bâtiment 3. Comment allez-vous protéger pour l'hiver le bâtiment 3 dont le mur sud a été dégagé? Voilà, je peux le répéter au besoin, mais voici les Ça va être M. Pomerleau, c'est sûr. Parfait, merci. OK. Donc, on peut peut-être reprendre les questions une à une, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Alors, nous avions d'abord une question sur le bâtiment 7 par rapport à la diapositive 11. Quelle va être la situation de ce bâtiment? Si vous pouvez dire quelques mots. En fait, le bâtiment 7 et bâtiment 7A, c'est des bâtiments qui... bon, je ne sais pas si la personne parle du 7 ou du 7A, mais le 7, c'est le bâtiment le plus près des bâtiments de la CS Brooks. Ce bâtiment-là a été... dans le fond, les structures sont largement endommagées, puis la proximité du bâtiment au niveau du bâtiment voisin fait en sorte qu'on se retrouve avec des façades qu'on doit maintenir aveugles d'une certaine façon parce que la proximité des bâtiments sont trop près. Il s'agit de deux propriétés distinctes. Donc, pour ces raisons-là, puis pour la qualité de sa structure, ce bâtiment-là n'est pas considéré comme étant un bâtiment à caractère patrimonial élevé. Puis ce n'est pas nous qui l'avons caractérisé comme ça, c'est vraiment le rapport que la Ville avait fait faire là, par leurs spécialistes, puis celui-là a fait en sorte que ce rapport-là disait également que ce n'était pas un bâtiment après la visite, là, qui avait un haut potentiel de récupération. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre, je vais remettre le partage d'écran. Oui, un petit problème avec mon micro également. Oui, merci beaucoup, M. Pomerleau. Nous avions également donc, une question par rapport au bâtiment 6. Donc, quelle trace restera-t-il de l'ancien canal qui alimentait la trompe de Taylor qui se trouve sous le bâtiment 6? Donc, est-ce qu'il y aura des vestiges de ça? Effectivement. Malheureusement, la plus belle partie du mur de pierre du côté du bâtiment 6 va demeurer dans le stationnement là, parce que, étant donné que c'était l'ancien canal, il y a eu du remplissage de fait, mais il y a une portion qui est encore apparente et qui va demeurer apparente dans la partie sous-sol de l'édifice 6. Puis qui va pouvoir être mis en valeur, là, dans le sens qu'il va être visible. Par contre, où on mise un peu plus, où on fait un peu plus d'efforts, c'est du côté du bâtiment 7A que ce mur de pierre-là va devenir visible de l'extérieur, donc il va redevenir apparent. Plus le site, on se déplace vers la gauche ou vers l'est, il y a une pente qui fait en sorte que le mur de pierre est plus évident du côté de l'édifice 7A. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de remettre en valeur. Par contre, étant donné qu'il est déstabilisé parce que le sol s'est affaissé sous le mur à cet endroit-là, on doit y enlever la charge sur le dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle on démolit partiellement ou en tout cas en grande partie l'édifice 4. Pour enlever de la charge sur le mur, pour pouvoir le rejointoyer et de le remettre en état pour pouvoir le rendre visible à nouveau, là. Donc, lors de la démolition du 7A, ce mur-là va être visible de tous. Merci beaucoup. Je vais continuer encore un peu avec le bâtiment, puis quelques questions générales, puis nous pourrons, j'imagine, passer à la séance plénière. Donc, il y avait aussi des questions par rapport au bâtiment 3. Comment allez-vous protéger pour l'hiver le bâtiment 3 dont le mur sud a été dégagé? Vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Oui, je peux dire quelques mots
je pense que c'est important de comprendre qu'actuellement, le bâtiment n'est pas chauffé. Donc, ça ne change rien qu'il soit dégagé ou non du côté de la rivière. Actuellement, le bâtiment est exposé au gel autant de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, on est chanceux. Le bâtiment est sur des bonnes fondations. Jusqu'à maintenant, on est surpris de voir l'état quand même du bâtiment. Puis plus ça va aller, plus il va être dans de bonnes conditions parce que justement, plus ça va, plus on va être capable de contrôler l'environnement climatique du bâtiment. Mais actuellement, le bâtiment est exposé au gel là, sur toutes ses faces. Là. Donc, il l'était même avant la démolition, dans le fond. Merci beaucoup. Encore une précision, cette fois sur le bâtiment 5 et musée du textile. Donc, quelles seront les mesures prises pour mettre en valeur l'entrée du train dans le bâtiment 5 avec voûte et murs de granit? Est-ce que ce serait un endroit pour un futur musée du textile? Deuxième question. En fait, la vocation, elle restera à définir. Là. Je ne pense pas que ce soir, on va décider de la vocation du bâtiment, mais c'est sûr et certain que vous avez vu dans notre schéma que le bâtiment 5A est quand même un bâtiment qu'on reconnaît à caractère patrimonial élevé. La voûte de briques, elle est superbe. J'ai été un des premiers à le constater lorsque j'ai visité ça. C'est sûr qu'il y a des éléments architecturaux dans ce bâtiment-là qui sont intéressants. Par contre, il est en mauvais état et ça ne date pas d'hier parce qu'il y a eu, je pense, sur une longue période, l'infiltration d'eau au niveau de la toiture. Les gens qui étaient les anciens propriétaires ont fait un entretien, mais la structure de bois au niveau du toit, elle est largement endommagée, là, particulièrement au-dessus de la voûte où le train rentrait. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de travail à faire, mais on est conscient que c'est un beau bâtiment, il y a des beaux espaces, il y a des espaces qui... Le fait que la matière première était des boules de coton, là, on s'entend qu'il y a des espaces qui sont très bien préservés, qui n'ont pas été beaucoup maganés par la matière qui était livrée là. Donc, on a espoir qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ce bâtiment-là. Maintenant, quelle en sera sa vocation? Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là, sur ce lieu-là, mais on ne va pas débattre de ça ce soir, malheureusement. Merci beaucoup. Je lis encore dans les questions plusieurs quand même inquiétudes par rapport à, on en a déjà quand même parlé, mais par rapport à la démolition et aux garanties vraiment qu'après la démolition de certains bâtiments, il y aura effectivement reconstruction. Donc, je lis quand même encore plusieurs de ces inquiétudes, aussi par rapport au délai dans l'intention de la reconstruction. Donc, je sais que vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions ce soir, mais je voulais vous transmettre ce qu'il y avait écrit dans le clavardage. Donc, peut-être que Patrick, tu veux-tu glisser un mot peut-être sur ça? Oui, absolument. Dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est que les gens comprennent que finalement, le projet a débuté. Habituellement, c'est l'étape la plus longue à franchir avant que le propriétaire décide de s'investir financièrement. Bien, c'était long. Mais là, heureusement, puis j'invite les gens à retenir cet aspect-là du projet comme étant une bonne nouvelle. Il y a de l'action sur le site. Il y a une partie importante à franchir qui est la partie de démolition. Cette démolition-là va se prolonger encore pour quelques mois. Mais vous avez un propriétaire qui est un propriétaire développeur immobilier qui a à cœur de mettre en valeur différents sites à travers l'Amérique du Nord. Ce sont des gens bien nantis qui autofinancent tous les projets qui sont présentement en développement et en construction. Ceci dit, l'avenir du site est encore à évaluer. Il faut avoir une vision claire pour permettre à ce projet-là de se manifester. Et bien entendu, il y a énormément de questions à répondre. Il y a des études qui sont présentement en démarche pour évaluer
la faisabilité du projet. Puis là, ici, on parle de faisabilité au niveau construction. Donc, qu'est-ce qui est disponible sur le site? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui est disponible sur le site? Puis, au bout du compte, est-ce que c'est faisable et réalisable? On a des contraintes structurales, on a des contraintes au niveau du code de construction à rencontrer. Ces éléments-là, présentement, sont à l'étude. Alors, gardez cet élément-là, cette information à l'esprit. Dites-vous que maintenant, bien, le projet va de l'avant. Alors, maintenant, l'avenir nous dira quelle va prendre la forme définitive du projet. Ça, c'est encore à l'étude. Alors, je vais reprendre le micro, si vous me permettez. Merci beaucoup, M. Dupont, pour cette réponse. On voit que votre réponse a permis de répondre à certaines questions qu'on peut lire dans le clavardage, notamment en termes de projets concrets. Donc, s'il y avait des détails, ce serait très intéressant de pouvoir les partager ce soir. Je vois aussi des questions concernant les montants qui sont prévus. Donc, on parle d'un projet à quelle échelle? Donc, il y a 2 personnes là, qui se demandent combien de millions de dollars seront investis dans le cadre de ce projet. Ensuite, ben voilà les délais. J'entends aussi là, est-ce que vous avez une fenêtre peut-être, un délai des objectifs? Bon, je peux rajouter 2 choses. Dans un premier temps, au niveau financier, c'est un projet qui naturellement va demander un apport financier important. C'est un site qui représente plusieurs centaines de milliers de pieds carrés habitables qu'on souhaite remettre en valeur. Donc, les gens familiers avec le domaine de la construction peuvent faire une mathématique assez rapide, là. Prendre le coût de construction pieds carrés multiplié par ce qu'on peut mettre en valeur sur le site. Là, ça vous donnera une ordre d'idée du projet. Maintenant, donc, il est bien entendu qu'on souhaite aller de l'avant une étape à la fois. Il est prématuré ce soir, ou il serait prématuré ce soir de s'engager dans un montant global du projet. On ne le connaît pas. Même si je voulais vous le partager, on ne le connaît pas, le montant qui sera nécessaire à mettre en valeur cette propriété-là. Alors, répétez-moi votre deuxième question pour que je la saisisse bien. C'était en termes de délai. Bon, le délai. Vous aviez une fenêtre prévisible. Le délai, oui. Alors, le délai, bien, la première étape, j'en ai déjà fait part, à savoir, il y a quelques mois de démolition à venir. Là, on parle peut-être encore d'un facilement 5-6 mois là, de démolition pour l'ensemble des bâtiments ciblés qui sont bien définis là, dans la phase 2 de démolition. Par la suite, gardez à l'esprit qu'en parallèle, ce sont des étapes qui se franchissent et qui se travaillent en parallèle. Donc, on n'attend pas la fin de la démolition. On met de l'avant le projet de développement. L'architecte et son équipe sont déjà mandatés. On est déjà présentement à travailler, à élaborer les concepts architecturaux qu'on souhaite mettre de l'avant. On est déjà, une fois que les concepts architecturaux seront mieux définis, on pourra à ce moment-là commencer à élaborer, étudier quels seront les budgets à allouer pour la mise en valeur et le développement, éventuellement la construction de ce projet-là. Donc, ce sont des étapes qui se font en parallèle. Il y a quand même une réalité à savoir, mais pour franchir ces étapes-là, il y a plusieurs mois de travail devant nous, voire encore plusieurs années là, de travail devant nous avant qu'on coupe le ruban et qu'on passera à l'inauguration officielle du site. Mais gardez encore une fois à l'esprit que le propriétaire a une passion pour ce domaine-là. Puis ce sont des gens qui reculent devant rien. Donc, ils vont tout faire pour mettre en valeur ce site-là. Alors, pour peut-être compléter cette question rapidement, je m'excuse, M. Pomerleau, je vous reviens tout de suite. Peut-être juste dans les grandes lignes, la vocation du site, là, il y a une question qui concerne est-ce que ce serait résidentiel, des bureaux, commercial, alors ou mixte, peut-être détaillé si c'est possible. Je
je peux répondre aussi à cette question-là. Quand on regarde le potentiel de développement du site, mais il est bien entendu que le premier élément qui est à l'étude, c'est le règlement de zonage en vigueur, qui permet différents usages, dont l'usage résidentiel. Notre vision actuellement, c'est de donner cet usage-là d'une façon prioritaire, à savoir l'ensemble. Je dirais que la majorité des lieux vont avoir une vocation résidentielle. Par contre, il y a des usages autres qui vont venir compléter la mise en valeur du site. Ces usages-là sont à l'étude. Les gens de la ville nous ont déjà fait part de certaines demandes, si on pourrait dire, ou certains souhaits. Alors, c'est la période des fêtes, c'est le temps de demander. Donc, on est disposé à recueillir, dans le fond, les commentaires des gens. On est disposé à recueillir, dans le fond, certains besoins qui seraient identifiés autant de la part de la population que de la part de l'administration. Très bien, merci, M. Pomerleau. Est-ce que vous aimeriez compléter? En fait, je voulais juste renchérir sur le fait de l'interactivité du projet parce qu'on avait déjà débuté des concepts en considérant le bâtiment 4, puis juste pour dire qu'on est obligé de revoir nos concepts du fait que structurellement, le bâtiment 4 a été jugé irrécupérable. Là. Donc, c'est juste pour dire, comme Patrick disait, on travaille en évolution, là, on s'adapte aux particularités du site, mais on a l'avantage d'être à proximité et d'être très près là, du projet. Donc, mais c'est sûr et certain que le projet nous amène certains défis. Parfait, très bien. Je reviens à quelques questions qui font référence à des notions que moi, je ne connais pas. Ici, on demande quelle a été la recommandation du comité d'urbanisme suite à l'examen de ce projet de transformation dans la zone assujettie par le PIIA numéro 29. Madame la mairesse? En fait, comme je le disais tout à l'heure dans ma conclusion, le PIIA sera l'étape plus tard, quand l'architecte va déposer justement les plans d'aménagement. C'est là qu'on va analyser le PIA et c'est là que ce sera également soumis publiquement à la population pour avoir le plan d'intégration architecturale. OK, parfait. Donc, ici, le PIIA, donc, ça concerne le terrain en question ou? C'est l'intégration architecturale, dans le fond. Ce qu'on va regarder, c'est la façon dont ils vont transformer le bâtiment, puis si ça s'intègre, puis si ça respecte justement le caractère patrimonial, c'est là qu'on va pouvoir apprécier le travail de M. Pomerleau. OK, très bien. Monsieur Damour? Si je peux me permettre, le projet va être soumis au CCU le jour où il y aura un projet. Donc, présentement, on n'a aucun projet concret là, de la part du promoteur. Il est vraiment en étude d'analyse par rapport à la santé là, du bâtiment en question. Donc, aussi, ici, merci, M. Damour. Ici, une autre question la question va comme ça. En quoi le projet de transformation en cours à l'ancienne DIFCO diffère-t-il réellement du projet préparé par la firme ADSP pour Consoltex et présenté à la Chambre de commerce en mai 2014? Alors, j'imagine que M. Pomerleau va être en mesure de répondre à cette question. Bien, en fait, le projet qu'on a présenté en 2011, c'était lorsque, avec le client, on a commencé à évaluer le potentiel de récupération du site. Et puis, c'était des esquisses qu'on a fait justement exactement dans la même approche, en fait. C'était de dégager les bâtiments patrimoniaux puis de les remettre en valeur. Donc, c'est dans la continuité, dans le fond. On s'inscrit dans la continuité de ça. C'est juste qu'on est dans une phase plus concrète. C'est que là, on rentre de plus en plus dans la faisabilité du projet. Donc, on fait face aux études qui sont faits au niveau structural et tout ça. Donc, on fait évoluer le projet en fonction de la technique, mais on s'inscrit dans la continuité du projet de 2011.
Très bien. Peut-être une dernière question avant de céder la parole à Mme la mairesse ou vous voulez peut-être, Madame, compléter? Ça va? Non, ça va. Ben, en fait, il y a peut-être Maître Gauthier qui avait quelque chose là, qu'elle voulait rajouter au niveau de la loi. Là, il y avait un élément. En fait, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions concernant, par exemple, les délais, les garanties financières. Et ce sont des choses qu'on voit couramment dans des dossiers de démolition qui sont soumis au règlement de démolition de la Ville. Donc, c'est-à-dire que le conseil, quand il étudie le projet, peut imposer certaines conditions aux promoteurs au niveau des délais, au niveau des engagements financiers, au niveau de la réutilisation du sol, du projet qui va être mis en place. Mais la particularité du dossier ici, c'est que la démolition est faite en raison de l'état du bâtiment. Donc, dans notre règlement sur les démolitions, il y a une clause qui s'applique spécifiquement et qui prévoit que dans ces cas-là, quand on a une expertise qui démontre que le bâtiment est vétuste, on n'a pas à adopter le processus habituel pour les démolitions et que le promoteur a droit directement, ou je ne sais pas sans dire directement, mais a droit de procéder à une démolition des bâtiments sans passer par le processus. Ceci étant dit, on va faire une modification à cet égard-là pour les bâtiments d'intérêt patrimonial, là, mais pour l'instant, la situation actuelle, c'est la raison pour laquelle, au niveau des engagements, au niveau des délais, on n'a pas nécessairement eu de contrôle sur cet aspect-là. Très bien, parfait. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter avant qu'on passe à la prochaine question? Bien, peut-être juste, je l'ai écrit dans le clavardage, mais juste répéter que je sais, on a tout hâte de voir c'est quoi le projet qui s'en vient là, mais c'est la prochaine étape, puis ça va vous être présenté de nouveau. Là, on a des idées, on a une orientation, mais on saura plus fixer un petit peu plus tard. C'est juste ça que je voulais rappeler. Bon, bien, le commentaire de Mme la mairesse me permet de rebondir vers une question qui n'a pas encore été adressée. Donc, je vous la lis. Est-ce que la Ville a pris les moyens pour que l'ensemble du site soit réhabilité dans une vision globale et intégrée? Est-ce que la Ville de Magog s'est positionnée pour obtenir coopération avec les autres copropriétaires, Marcoux, Pomerleau, entre parenthèses, en offrant une part financière éventuellement? Ah, c'est toute une question, ça. En fait, il y a des mots forts là-dedans, dans cette question-là. Est-ce que la Ville s'est positionnée pour obtenir? Il faut savoir qu'on n'est pas propriétaire à part là, du petit bâtiment pour Hydro-Magog, donc c'est des propriétaires privés. Par contre, ce qu'on a fait, nous, au fil des ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours travaillé avec les propriétaires pour un futur développement. M. Parmelon en parlait tantôt de la première mouture où on a même présenté à la Chambre de commerce. Et on a, à l'époque, fait justement des changements d'usage dans notre règlement de tournage pour permettre un certain nombre d'usages qui nous semblaient cohérents avec la vision qui semblait se dessiner. Force est d'admettre aujourd'hui qu'il y a certainement des ajouts et des modifications à faire. Et là, vous serez consulté sur les usages, ça c'est sûr. Mais c'est clair qu'on a toujours eu une vision de développement global pour l'ensemble du site. D'ailleurs, sur une des diapos de M. Pomerleau, vous voyez bien, là, avec la rivière dégagée, le sentier piéton, on voit ça se poursuivre le long de l'ensemble du complexe. Mais maintenant, on ne peut pas obliger des gens à investir et à convertir. On peut obliger de se conformer au règlement, de respecter les usages, etc. Moi, je pense que ce qui se passe sur un côté du bâtiment aura un effet d'entraînement probablement sur l'autre côté. Je n'ai pas d'espoir. On le voit dans plein de projets. Là, quand quelque chose commence, ça se fait bouger parce que de l'autre côté aussi, il y a de l'intérêt, puis il y a des activités de l'autre côté, de l'autre partie du bâtiment. Il y a des activités qui se passent dans ce bâtiment-là. Pour ce qui est de l'aide financière, actuellement, c'est clair qu'il n'était pas de l'intention de la municipalité d'aider financièrement les propriétaires privés. Ça va dépendre des projets, évidemment. Toutefois, il faut se rappeler que la Ville a adopté un règlement de crédit de taxe pour ce complexe-là. Bon, actuellement, on ne perçoit presque pas de taxes de toute façon, vous allez me dire, mais un peu comme le parc industriel, quand une nouvelle usine arrive, on donne un crédit de taxe. Il y a un règlement de crédit de taxe là, qui est possible, là, dépendant du projet qui nous sera proposé et dépendant des usages, on pourra accorder un crédit de taxe en partie là, pour le bâtiment et ce sera notre façon d'aider la remise en valeur du site
notamment. Et sinon, dépendant des usages et des projets, il y aura peut-être des projets qui seront analysés au mérite dans le cadre réglementaire qu'on a. Parfait, merci pour cette réponse complète. Une petite question ici là, à laquelle je vais me permettre de répondre. Alors, combien sommes-nous ce soir dans cette assemblée? Je compte 65 personnes qui font partie du public. En fait, il y a des gens qui sont arrivés plus tard, donc peut-être que le compte n'est pas très, très, très exact. Voilà, alors c'est une question. Il y a plusieurs, évidemment, représentants de la ville de Magog et aussi de l'équipe de M. Pomerleau et M. Dupont aussi, et nous deux co-animatrices. Donc, c'est ce qui fait un petit peu changer le nombre de participants en termes de nombre de citoyens. Cependant, on a encore des questions. Avant de passer à la plénière, en parlant d'équipements industriels qui pourraient être conservés pour rappeler le passé du textile et dont le gouvernement a reconnu la valeur patrimoniale. Donc, que deviendra le mobilier réparti un peu partout sur le site? Comment allez-vous le préserver lors du grand curtage en cours? Se pourrait-il que la ville de Magog soit en train de donner le feu vert à la démolition sans aucun engagement sérieux de la part du promoteur? Alors, peut-être M. Pomerleau, je ne sais pas si vous aimeriez prendre la parole pour répondre à cette question. En fait, je peux prendre la parole sur ce qui peut être récupéré, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a à l'intérieur des bâtiments, il ne reste plus grand-chose. Si je comprends bien la question, là, il n'y a pas énormément d'équipements. Par contre, l'équipement qui est là, qui est l'espèce de grand shaft, là, je m'excuse l'anglicisme, là, qui faisait fonctionner les moulins à coton, tout ça, c'est là. Les butées sur lesquelles il est appuyé, c'est là. Le propriétaire a l'intention de préserver cet équipement-là dans le canal, là. Il y a des éléments qui, s'ils sont capables d'être conservés, on va les conserver, mais il faut comprendre qu'il ne reste plus grand-chose à l'intérieur des bâtiments, là. Je ne sais pas si la personne fait allusion à des anciens moulins de coton ou des choses comme ça. Il n'y a plus rien de ça à l'intérieur. Si je comprends, je ne sais pas si je comprends bien le sens de la question. Bon, bien, très bien. En fait, je pense qu'on pourra en profiter. Là, peut-être qu'il y aura certaines questions que certaines personnes auront posées qui auraient besoin de clarification. Donc, on va en profiter pour passer, si vous me permettez, à la période de micro ouvert. Je vous fais un bref partage d'écran là, ici, simplement pour que vous puissiez savoir comment lever la main, puisque c'est vraiment en levant la main que vous allez pouvoir nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Donc, je partage mon écran ici. Est-ce que vous voyez la petite barre d'outils de l'application Zoom? Très bien. Donc, ici, vous voyez, en cliquant sur « Participants », donc qui est identifié ici avec le numéro 6, vous allez arriver à une barre latérale avec des options. Et dans cette barre latérale, au centre, vous avez quelques petites options supplémentaires, dont lever la main ici, une petite main bleue. Donc, on vous demande, si vous voulez prendre la parole, de cliquer sur la petite main bleue. Et c'est ce qui nous permettra de vous donner la parole en priorité. C'est-à-dire qu'on va gérer les tours de parole en fonction de la première personne qui a relevé la main. Ici, je vois que Louise a levé la main. Sachez donc que nous allons donner les tours de parole en priorité aux personnes qui n'auront pas pris la parole. Alors, Madame Louise, je vous inviterai à ouvrir votre micro pour approfondir peut-être une question qui a déjà été posée ou pour… Oui, tout d'abord, merci d'être là pour nous informer. Je dirais que c'est une information qui est très minimale. Je comprends que les processus sont en début, mais je pense à
à tous les gens qui sont autour, qui voient les grosses machines arriver et puis qui sont pleins de craintes de ce qu'on peut faire avec des grosses machines comme ça. Donc, deuxième commentaire. Comment on peut faire quand on est un promoteur? Je me mets à votre place pour aller chercher l'appui de la population. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui éviterait les drames qui vont se vivre dans les prochaines semaines et prochains mois en attendant qu'il se fasse quelque chose d'un peu manifeste de votre vision, de votre intention? Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'utiliser des personnes clés à Magog qui ont des contacts avec la population et qui peuvent transmettre vos intentions, oui, mais aussi faire comprendre le processus dans lequel vous êtes. Ce n'est pas évident pour des gens qui sont de l'autre côté de la rue et dans le quartier immédiat d'adhérer à votre projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider là-dedans? Merci beaucoup, Louise. C'est une question généreuse. Est-ce qu'un interlocuteur, peut-être M. Dupont, vous étiez peut-être, la question s'adressait peut-être à vous particulièrement? Normalement, je ne prends pas les choses personnelles, mais j'ai comme senti que ça s'adressait à moi, la question. Je crois que la dame, on s'est déjà rencontrés, hein? C'est possible? Non, je n'étais pas là. J'ai entendu parler de vous, mais ce n'était pas tellement beau ce qu'on me disait. Donc, j'aimerais mieux avoir une autre image de vous maintenant. Ben, c'est correct. Regardez, je comprends ça. Vous savez, après avoir, j'ai déjà 35 ans d'expérience dans le domaine du développement immobilier, donc c'est des gens inquiets, des citoyens inquiets. On y fait face, je ne dirais pas régulièrement, mais à l'occasion. Donc, j'entends ce que vous me dites ce soir en tant que représentant du propriétaire, puis j'apprécie l'invitation. Je pense que c'est une bonne idée. Gardez à l'esprit qu'on a déjà, en mandatant l'architecte qui est un architecte local, on a déjà franchi un premier pas au niveau de la représentation locale. C'est vrai que nous, on n'est pas présent à Magog, autre que par un type de propriété, non, mais en mandatant un architecte qui est reconnu par la population, qui travaille, qui s'implique dans la population de Magog, c'est déjà un premier geste qui, on souhaite, démontre notre volonté. C'est un projet qui est mis de l'avant, qui est très sensible. Les gens, ils sont très sensibles aussi, on entend ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que je prends en note votre invitation. Invitation qui, si je comprends bien, serait d'aller, dans le fond, de choisir ou d'accueillir des représentants locaux qui pourraient communiquer nos intentions au fur et à mesure que ces intentions-là se seront confirmées. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, on est vraiment à une étape préliminaire du projet. Par contre, une étape cruciale, parce que jusqu'à ce que les travaux de démolition débutent, mais il n'y a personne qui est professionnel ou citoyen ou membre de la communauté, autant personnel de l'administration de la ville, il n'y a personne qui pouvait dire, qui pouvait définir de façon concrète qu'est-ce qui est possible de faire sur ce site-là. On fait face à un amalgame de bâtiments qui sont entremêlés, puis qui aujourd'hui sont dérogatoires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus servir à un usage industriel. Donc, pour revoir l'ensemble du potentiel de ce site-là, qu'est-ce qui est possible de préserver, puis éventuellement, on va définir de façon claire qu'est-ce que l'avenir, quel va être le projet de mise en valeur de ce site-là. Mais j'apprécie votre commentaire. Je retiens votre invitation et je vais y donner suite. Ça, vous pouvez compter sur moi.
Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Madame Louise a fermé son micro. Peut-être, Louise, si vous voulez clavarder votre nom complet, puisque Oui. de votre prénom, ça va être un petit peu difficile peut-être de vous retrouver. Oui, je suis Louise Gagné. Ce soir, Bien. je participe parce que je suis très active au niveau de l'histoire de notre ville, et en particulier à travers l'évolution de l'Église Saint-Patrice. C'est le début de la population qui est devenue la grande ville de Magog. Il faut savoir qu'au tout début, il y avait seulement quelques centaines de personnes avant l'avènement la construction du premier bâtiment dans la fin du 19e siècle. Et c'est au fond des populations qui sont venues d'un peu partout au Québec qui ont construit la ville et qui sont toujours là. Ce sont leurs descendants qui sont là dans le quartier et un peu partout et qui sont très attachés à la mémoire du textile à Magog. Pas seulement Parc Canada là, qui tient à ça. Là. Il y a la population dans leur maison, sur leur balcon qui parle de ça. Alors, moi, je suis là pour rappeler qu'il faut tenir compte de cette dimension sociologique qui est très importante à Magog. Et il y a des gens qui peuvent être des interprètes de ce désir de faire participer les gens. Alors, et il y a des méthodes pour participer. Il y a vous, dans votre façon d'aborder le sujet, mais il y a aussi d'autres types d'approches complémentaires qu'on peut mettre en place. Et ça prend aussi l'appui de la ville. Oui, bien sûr. Et je voudrais juste profiter de l'occasion pour rappeler, sans vouloir vous interrompre, Madame Gagné, maintenant je le sais, qu'il y aura cette invitation qui a été lancée tout à l'heure par Madame la mairesse. Là, il y aura ce dialogue qui va se nourrir aussi à travers des rencontres citoyennes. Que peut-être j'aurai le plaisir d'accompagner aussi au terme là, de cette séance d'information. Peut-être passer la parole à Madame la mairesse si elle veut compléter ou à une prochaine question. En fait, peut-être juste ajouter, je l'ai écrit dans le clavardage, là, que dans la séance de ce soir, qui, je le répète, n'était pas une séance obligatoire, ce n'est pas un processus réglementaire, et justement, un premier pas dans le sens de travailler en toute transparence, faire connaître aux citoyens l'évolution du projet à fur et à mesure. Fait que je voulais dire que ça, c'était un premier grand pas, je trouvais. Également que la séance de ce soir, on a dû limiter le nombre de participants. Toutefois, comme elle est enregistrée, elle sera disponible pour les gens qui n'ont pas pu assister. Donc, il y aura encore un plus grand nombre de personnes qui pourront avoir accès à l'information. On vient de perdre une main levée. Monsieur, vous avez... bon, alors nous avons... OK, monsieur est revenu, très bien. Donc, on va y aller en priorité. Donc, Madame Salvaille, si vous voulez ouvrir votre micro. Merci, Madame la mairesse. Oui, bonsoir. Merci pour cette initiative. C'est un très, très intéressant début d'information et de communication avec la population. Je vais un peu dans le sens de Louise, dans le sens suivant, c'est qu'on voit à travers le monde, particulièrement en Asie, que les villes imposent aux promoteurs d'édifices à logement d'intégrer des clientèles diversifiées. Et je pense là à l'intégration dans ce projet-là de logements sociaux pour que ça ne devienne pas un projet d'élite uniquement. Et ça va en conformité avec la nature et, je dirais, la qualité du quartier. Je pense qu'il serait intéressant et je me questionne toujours sur le fait que ici, peut-être en Amérique, je comprends mal qu'à partir du moment où c'est un projet privé, les villes semblent dans l'incapacité d'imposer un plan d'intégration des différentes clientèles en imposant des types de logements ou des types de services. Et c'est peut-être lié aux lois spécifiques qui nous gouvernent au niveau des municipalités, mais je me questionne là-dessus.
Et j'aimerais voir peut-être justement qu'on réfléchisse sur le fait d'intégrer et de différents types de clientèle résidentielle, c'est-à-dire d'équipements résidentiels dans ce projet-là. Je peux répondre. En fait, effectivement, au moment où on se parle, ça n'existe pas au sein de la municipalité. Toutefois, le conseil municipal, on en a parlé justement il n'y a pas longtemps, a demandé à notre urbaniste de regarder comment on pourrait adopter ce type de règlement-là. On est justement dans la refonte du plan d'urbanisme et des règlements, fait que l'opportunité est présente. Alors, on va étudier ça là, très prochainement. Bravo, merci. Merci, Mme Salvaille, pour votre question à caractère social, inclusif. Si je peux ajouter. Monsieur Dupont, je vous en prie. Votre micro s'est refermé. Oui, c'est ça. Je veux juste ajouter, dans le fond, un petit commentaire qui va peut-être encourager la dame vis-à-vis de ce qu'elle nous partage ce soir. De plus en plus, les municipalités à travers le Québec, à travers le Canada, mettent de l'avant des programmes d'intégration de logements sociaux. À Montréal, d'ailleurs, c'est devenu un règlement depuis le 1er janvier 2020. C'est un règlement auquel les promoteurs doivent faire avec. Là. Les promoteurs apprennent maintenant à intégrer des logements sociaux. Le promoteur, le propriétaire du site, comme promoteur ayant des projets à travers, comme je disais, l'Amérique du Nord, sommes très sensibles à cet aspect-là, qui est une réalité de plus en plus présente dans tous les projets auxquels on fait face. Okay. Il y a comme un petit peu un problème de communication, là, mais j'espère que les gens... Non, mais on vous entend. Il y a un peu d'interférence, là, mais vous avez, je pense, été très bien entendu. Parfait. Je vais laisser la parole maintenant, donc si on a fait le tour de la question, à M. Robin, si vous voulez bien, M. Robin, ouvrir votre micro. Merci pour votre patience. Et en effet, il y a vraiment quelque chose là, dans le... J'ai une petite question. La passerelle qui enjambe la rivière, est-ce qu'elle va être démolie? Y a-t-il un projet là-dessus? Vous savez, il y a une passerelle qui traverse la rivière de l'usine. Elle est du côté... c'est sud, ça, là? Moi, je peux répondre, si vous voulez. Il y avait un gros tuyau là, sur cette passerelle-là. Oui, en fait, je peux répondre à cette question-là, si vous voulez, parce qu'on en a discuté justement hier. C'est une situation qui est un petit peu complexe, à savoir ce qui est difficile à déterminer présentement, c'est le type de propriété qui est en lien avec cet équipement-là. Puis, à travers les années, ce que, dans le fond, on a discuté hier puis qui restera à confirmer, c'est que cette pièce d'équipement-là, elle est maintenant devenue une pièce d'équipement dont le type de propriété serait le gouvernement du Québec. Donc, même si en tant que propriétaire, parce que la pièce, dans le fond, de cet équipement-là se trouve à proximité, mais elle n'est pas sur la propriété, mais elle est comme à proximité, donc on ne pourrait pas intervenir. Puis, il y a des recherches qui vont être faites, par contre, parce qu'effectivement, elle est inutile. Puis, peut-être elle sera appelée justement à être démantelée prochainement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, de notre côté, on va prendre le temps de bien s'informer. Puis, s'il y a des démarches à mettre de l'avant pour, dans le fond, éliminer cette pièce d'équipement-là qui ne sert plus à rien, là, qui est comme complètement inutile, mais à ce moment-là, on pourra entreprendre ces démarches-là puis agir en conséquence. Mais au moment où on se parle, on ne sait pas ce qu'il y en est exactement. Merci. Merci beaucoup. Je vais reprendre la parole. Merci à vous. Je pense qu'on avait une main levée depuis longtemps de M. François Théroux. Vous pouvez peut-être poser votre question. Est-ce que vous êtes là?
Bonsoir. Non, bonsoir, je pense qu'on ne vous voit pas, vous êtes dans le noir, je ne sais pas. J'ai des problèmes, c'est une première pour moi, puis je me considère privilégié de pouvoir participer à ça ce soir. Je vous félicite d'avoir organisé cette rencontre virtuelle parce que dans les conditions actuelles de pandémie, c'est quelque chose qui nous permet au moins de suivre l'actualité. Mes questions, j'en ai posé quelques-unes tout à l'heure, puis Mme la mairesse a déjà répondu. J'ai travaillé pendant des années dans ce type de projet-là d'infrastructure avec des promoteurs. Puis à chaque fois, lorsque les promoteurs arrivaient sur un site puis ils prévoyaient démolir, ils avaient déjà en tête ce qu'ils voulaient construire. Ce soir, je suis surpris d'avoir un représentant du promoteur qui n'a pas de chiffres, qui n'a pas de croquis, qui n'a pas d'idées, qui n'a pas de clientèle, qui n'a pas de vision à court terme, moyen ou long terme. Il n'y a pas d'année, de mois qui nous est donné. Puis, en même temps, la Ville qui autorise démolition sans cette vue d'ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on reconstruit. C'est un site qui a été déclaré quand même site patrimonial par le gouvernement du Canada, site sur lequel il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé pendant plusieurs décennies pour habiller le Canada, puis également au niveau des exportations. Donc, je suis surpris que sur un site classé, c'est-à-dire reconnu comme un site historique, qu'on puisse se mettre à faire des grands stationnements. En fait, je regardais les plans qui ont été faits par l'architecte, puis c'est vraiment des beaux plans. On a la chance à Magog d'avoir des bons architectes. Mais ce qui nous est présenté, c'est quelque chose qui semble avoir été présenté dans le passé, peut-être il y a presque 7-8 ans, des choses que le promoteur lui-même nous disait qu'il ne trouvait pas approprié, que c'était pas des choses qui étaient là, concrètes par rapport à sa volonté future. Donc, pour avoir travaillé dans des projets comme ceux-là, je sais aussi que la Ville va devoir investir des millions de dollars également pour probablement, si on construit au niveau de l'habitation, ça va prendre des infrastructures d'aqueduc, d'égouts, l'électricité. Il va y avoir des ajustements à faire, des stations de pompage probablement qu'on va devoir remettre à niveau. Donc, si la Ville doit faire des aménagements et si le promoteur a un projet sérieux, en principe, on verrait plus de choses aujourd'hui. Puis tout ce qu'on nous répond, c'est qu'éventuellement, il va y avoir d'autres phases et on va apprendre des choses, un peu comme une boîte, un lapin qui sort d'un chapeau. Mais ce que je crains, c'est que le lapin qui sort du chapeau à un moment donné, qu'il soit mort. Parce que c'est le projet, le potentiel de ce projet-là va avoir été démoli sans avoir de vue d'ensemble de ce qu'on pourrait produire dans le futur. Donc, c'était ma question, peut-être un petit peu longue, mais si quelqu'un peut au moins prendre la perche pour me dire est-ce que mes craintes sont fondées sur le fait qu'il n'y a rien de concret sur la table aujourd'hui? Merci. Je peux répondre. Ben, tout le monde peut répondre. Alors, je vais laisser la parole à M. Dupont en priorité. Sylvain, ça te convient? Je ne le vois plus, j'ai perdu. Bon. Alors, ben, écoutez, effectivement, règle générale, quand un promoteur met de l'avant un projet, surtout un projet de construction neuf, il y a des croquis, il y a des plans, il y a des belles images 3D qui présentent la vision du promoteur. Gardez à l'esprit, monsieur, que dans le cas présent, on est dans un contexte complètement différent. Il serait prématuré de la part du promoteur ou même de ma part de vous annoncer ce soir qu'on a un magnifique projet avec un nombre de logements déterminé, avec un investissement déterminé. Ce serait irréaliste parce que le contexte ne permet pas encore de définir les grandes lignes du projet. Comme je disais un peu plus tôt, on a un site industriel qui, Madame la mairesse disait, là, qui totalisait 1,5 million de pieds carrés dans son ensemble. Il faut prendre le temps de franchir chacune des étapes qui vont nous permettre éventuellement de bien définir le projet. Moi, ce que je vous dis ce soir, c'est que notre intention, c'est de définir le projet, et ça le plus rapidement possible. En travaillant en collaboration avec l'architecte, M. Pomerleau, écoutez, il y a déjà des sommes d'argent importantes qui sont investies. Les coûts de démolition aujourd'hui, il y a déjà, on parle de plus d'un million de dollars, on parle de plusieurs millions de dollars qui sont déjà investis dans le projet, juste pour permettre
d'aller voir, de découvrir le bâtiment principal. Et je pense que ça a permis justement la naissance de la ville de Magog. S'il n'y avait pas eu la construction de ce bâtiment-là dans les années 1880-1890, il n'y aurait pas eu les 1000 employés là, qui travaillaient à ce site-là. Donc, gardez ça à l'esprit. Ce soir, ce qu'on vous demande, c'est d'être patient, de suivre avec patience le développement de ce site-là, qui va être mis en valeur. Ça, c'est une certitude. Merci pour cette réponse. J'inviterai peut-être Monsieur le directeur général, Monsieur Damour, à compléter. Oui, peut-être juste mentionner par rapport à la réutilisation du site. Lorsqu'on est en présence d'une démolition d'une maison, le propriétaire doit soumettre un programme pour la réutilisation, donc la démolition. Oui, on démolit, mais qu'est-ce qui va être reconstruit? Dans le cas qui nous concerne, là, par rapport à la DIFCO aujourd'hui, c'est que nous sommes en présence d'un bâtiment vétus, donc le règlement ne prévoit pas le programme de réutilisation du sol. Donc aujourd'hui, juste donner cet éclaircissement-là, parce que ça a été soulevé à quelques moments, puis dans le propos là, de M. Théroux également, c'est qu'on doit émettre le permis de construction. Là, présentement, il n'y a aucune discrétion dans l'émission du permis. C'est factuel, c'est mentionné dans le règlement à cet effet-là. Donc, nous devons l'émettre. Donc, ça, c'est l'éclaircissement que je voulais faire. Il va y avoir, par exemple, comme Mme la mairesse, une réflexion là, par rapport à ce qui va s'en venir dans ce secteur-là. Et lorsque le promoteur, le propriétaire va venir avec un projet, il sera soumis, dans le fond, à passer au CISU, là, comme il avait été discuté là, tout à l'heure. En regard des réseaux, écoutez, anciennement, il y avait une industrie qui opérait à cet endroit-là. Donc, il y a déjà des réseaux d'aqueducs et d'égouts qui sont fonctionnels dans le secteur. C'est sûr et certain que tout dépendamment du projet qui sera soumis par le propriétaire, comme dans tout autre projet, il faut évaluer les capacités des réseaux. Pour le moment, il n'y a aucune inquiétude à y avoir, mais tout dépendamment en fonction de ce qui sera amené dans le secteur, parce que ce qui est permis, il y a différents types d'usages, donc que ce soit de l'industriel léger, que ce soit du résidentiel, du commercial, c'est toutes des possibilités qu'il y a dans le secteur. Donc, l'analyse devra se faire en fonction là, des besoins des projets là, du propriétaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter d'autres choses? Sinon, nous passerons au prochain droit de parole. Je vois que vous avez levé la main, Madame Gagné. Je voulais juste m'assurer, avant de vous donner la parole, que personne d'autre dans l'Assemblée qui n'avait pas encore parlé voudrait dire quelque chose, poser une question, faire un commentaire. C'est bon. Oui, je vous donne la parole. Oh, excusez-moi. Oui. Oui, François Théroux. J'ai aimé l'explication de notre directeur général, mais ça confirme le fait que l'on démolit, mais qu'on n'a aucune garantie que le promoteur actuel a vraiment l'intention. Il y a des vœux pieux sur la table, mais il n'y a pas de montant de déposer, il n'y a pas de projet concret de déposer, à part une vague idée qu'un jour, il va y avoir des aménagements. Est-ce que je me trompe? Quelqu'un voudrait... Je vais répondre. Tel que mentionné, on est en présence d'un règlement qui mentionne que lorsque nous sommes en présence d'un rapport de vétusté pour plus de 50% du bâtiment, on émet un permis. Ça, c'est l'article de règlement actuel. Donc, il y a des modifications qui ont été apportées telles que mentionnées hier par la mairesse, hier lors de la séance du Conseil pour la protection des bâtiments patrimoniaux. Première des choses. Donc, est-ce que nous avons une garantie monétaire? C'est un peu la teneur de votre propos. La réponse à ça, c'est non, effectivement. Par rapport à un souhait de projet, écoutez, encore là, nous sommes en présence, comme vous dites, de quelqu'un qui est en train d'effectuer des travaux sur une propriété, des travaux qui s'échelonnent depuis plusieurs semaines et qui vont s'échelonner encore pendant plusieurs semaines. La seule garantie que nous avons, c'est que nous avons un propriétaire qui est en train d'investir sur sa propriété. Donc, c'est un peu excusez le terme, le pari que nous faisons, parce qu'effectivement, dans le contexte actuel, il n'y a aucune manière d'avoir aucune garantie. Merci beaucoup. Oui, excusez-moi, vous auriez dû lever la main, Monsieur Théroux, car vous aviez déjà parlé, donc je m'excuse, je vous ai fait passer avant. Donc, nous allons reprendre avec Madame Louise Gagné, qui lève la main bleue. Pour répéter les consignes, c'est ça, il faut utiliser la main bleue. Merci. Pour avoir fréquenté des gens qui travaillent en développement urbain,
depuis très longtemps et notamment, nous avons eu ici même à Magog le témoignage d'un des plus grands développeurs en Europe et au niveau international qui nous a raconté un peu comment naissent les projets et comment ils se développent alors que lui, comme architecte avec son équipe, il dirige avec les promoteurs et au centre des projets, avec la population, les grandes lignes de ces projets. Je trouve que ça serait intéressant que la ville se donne cette formation, ce contact avec des gens qui ont de grandes expériences et qui ont réalisé de grands projets. On a affaire à un grand complexe. Ce n'est pas une petite affaire. Et c'est une affaire qui devra durer 10, 15, 20 ans. Quand on travaille dans un contexte de grands changements, on fait aussi modifier à l'intérieur même du sentiment de la population. On passe à travers des phénomènes spéciaux. Donc, il faut accompagner la population. Et là aussi, ils ont de l'expérience. Donc, j'invite vraiment notre équipe pas juste la mairesse, là, les conseillers municipaux, les conseillères, à réfléchir à cette possibilité d'aller chercher des éclairages d'ailleurs, pour se donner des moyens face aux promoteurs. Je vous dis face aux promoteurs parce qu'ils sont dangereux. Ils ont des appétits et ils ont le droit de les avoir. C'est leur job. Mais en même temps, ils n'ont pas à se soucier du bien-être de la population, alors que nos élus, c'est leur mandat. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit conscient ici à Magog et dans la région, parce qu'il n'y a pas seulement les Magogois qui sont concernés là-dedans, qu'on est devant un phénomène très intéressant de développement. Et pas juste parce que ça va permettre à quelques personnes de bien vivre au-dessus de la rivière parce qu'ils vont avoir des beaux appartements, mais parce que ça va créer un espoir de développement pour la région. C'est ça qu'on est en train de faire naître, de soutenir, si possible. Vous êtes, Mme Gagné, très généreuse dans vos propos. Je pense que les intervenants vont prendre bonne note de vos commentaires. Tout à l'heure, M. Dupont mentionnait avoir pris bonne note de votre invitation. Donc, je pense que votre point de vue a été bien entendu et sachez qu'on en prendra bonne note pour réaliser le rapport là, qui va faire suite à cette séance d'information. Nous avions prévu terminer à 20h30, il est 20h37, donc je ne voudrais pas que personne manque son avion ce soir. Je donnerai donc la parole à Mme Salvaille pour une dernière prise de parole, puisque nous ne voyons pas de main levée apparaître. Donc, on donne les deuxièmes tours de parole. On vous demanderait peut-être, Mme Salvaille, si possible, d'être brève, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Puis je comprends très bien qu'il faut l'être à ce moment-ci. Écoutez, je veux aussi un petit peu poursuivre dans la même veine, sans s'être consulté, Louise et moi, du tout, là. Je trouve important que, effectivement, si on considère l'intégration, par exemple, de logements sociaux, qu'on ait une vision plus large où on donne aux familles une série de services et de facilités pour que ça devienne, pour ces familles-là, pour l'ensemble des familles qui résideraient là, un milieu de vie diversifié avec tous les services là, qui favorisent une vie de qualité. Je pense entre autres à des haltes de garderie où c'est un exemple. Là. Donc, de la même façon, pour poursuivre dans l'intervention de Louise Gagné, je pense que c'est important de considérer ce vaste complexe-là comme un milieu de vie diversifié, de qualité pour une clientèle diversifiée. Voilà. C'était une phrase complète. Merci beaucoup, Mme Salvaille, de votre contribution. Je ne vois pas plus de mains levées. Alors, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, la soirée a permis de répondre à vos questions, de clarifier certaines choses.
Si vous me permettez, avant de clore la soirée, je vais appuyer sur un petit bouton et un sondage va apparaître à votre écran. Vous aurez 5 petites questions, ça se répond en environ 2 minutes. Faites peut-être un peu rapidement parce que des fois, on a le chronomètre qui va contre nous. Donc, concentrez-vous peut-être dans les 2 prochaines minutes à répondre à ces 5 questions. Donc, voilà, c'est lancé. C'est le moment où on aurait pu faire jouer un petit jazz de Noël. Je vois que les résultats rentrent rapidement. Ça continue à entrer, donc je vais laisser encore quelques secondes. Alors peut-être un 30 secondes maximum pour recueillir vos commentaires, vos appréciations. Sachez que les résultats vont être disponibles dans le rapport là, que nous allons produire pour faire état de ce qui s'est passé ce soir. Et aussi, si vous voulez partager l'information, eh bien, il y aura la possibilité d'écouter en différé là, la rencontre de ce soir, puisqu'il y aura un lien qui sera mis, qui sera déposé là, sur le site des consultations de la ville de Magog. Voilà. Alors, j'ai encore des résultats qui rentrent. Je vais prendre le temps de laisser le tout décanter pendant quelques secondes avant de fermer le petit sondage. Alors, 5 secondes encore. Si certains n'ont pas répondu. Et voilà, je ferme le sondage. Et voilà, les résultats ne seront pas partagés ce soir puisque nous sommes déjà nous avons déjà dépassé un petit peu le temps qui était prévu. Mais donc, je vous invite à consulter la page qui est dédiée aux consultations de la ville de Magog pour pouvoir retrouver donc les résultats de ce sondage et aussi toutes les informations que nous aurons pu recueillir ce soir. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants qui ont été présents pour répondre aux questions. Monsieur Dupont, Monsieur Pomerleau, merci beaucoup. Les membres de l'équipe de la ville de Magog aussi, Madame la mairesse, Monsieur Damour, et les autres qui n'ont pas été interpellés autant, mais qui ont assisté attentivement à l'ensemble des échanges. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous remercie énormément de votre participation. Et tenez-vous au courant des prochaines consultations, des prochaines séances d'information. Je crois qu'il y a une belle dynamique qui est en train de s'installer à Magog en lien avec la nouvelle politique de participation publique. Donc, je vous invite à demeurer au fait des actualités pour pouvoir continuer à participer. Ça a été très agréable de passer cette soirée avec vous. Et évidemment, je vais, et ma collègue Camille aussi, j'en suis certaine, on va demeurer très informés pour voir où ce projet va amener les Magogois et les Magogoises à qui on souhaite évidemment des milieux de vie riches en diversité. Alors, sur ce, merci à tous et à toutes pour votre contribution. Donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine occasion de participation citoyenne. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir. Au revoir, au plaisir.